Bienvenue à chacun sur cet Arca Café, donc ce rendez-vous qu'on a régulièrement au niveau d'Arca Sud, enfin qu'on propose régulièrement au niveau d'Arca Sud, donc une fois par mois, donc sur un thème autour de la dictologie. Donc bienvenue ce matin pour ce webinaire autour de la paix et danse. Voilà, on a voulu faire un petit point d'étape, voilà, d'où la question où en sommes-nous. Voilà. Donc, je me présente, je suis Olivier François, le directeur régional d'Arca Sud, et j'ai la charge ce matin donc d'accueillir notre intervenant, Nicolas Chotin, et d'être un petit peu l'animateur de ce temps de présentation. Je vais faire très court sur la présentation de Nicolas, Nicolas Chotin, donc je ne sais pas s'il faut que je le présente en premier en tant que père ou en tant qu'aujourd'hui doctorant voilà, dans les sciences de l'éducation, la formation. En tout cas, il est les deux. Voilà, il nous parlera un petit peu de sa place et de son parcours. Ce qui est intéressant ce matin dans cette intervention, c'est que on n'aura pas un théoricien, mais on aura quelqu'un qui a, de par son expérience, quelque chose à nous dire et à nous apporter, même si aujourd'hui, dans son parcours, il y a un travail de recherche on va dire, et d'élaboration d'une réflexion autour de la pérédance. Donc voilà, donc c'est intéressant. Donc je rappelle que l'intervention ce matin, elle est à peu près de 45-50 minutes, hein, pas beaucoup plus. Vous avez la possibilité d'interagir pendant le chat, hein, donc on collecte les questions s'il y a lieu, les remarques. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on se donnera un petit temps dans la fin de la présentation pour essayer de répondre aux questions. Bon nombre de questions ont déjà été posées en amont de ce webinaire lors de l'inscription. Donc normalement, au cours de la présentation, les réponses seront apportées à celles et ceux qui ont posé des questions. Voilà. Écoutez, je laisse la place à Nicolas, c'est à toi. Bienvenue. Merci à Arca Sud de m'avoir invité pour parler en fait d'un sujet qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur pourquoi? De par mon parcours expérientiel, mon parcours aussi professionnel et universitaire depuis une dizaine d'années. Alors je vais essayer de me présenter peut-être un peu longuement, mais ça fait partie, il me semble, de ce qui peut être le cœur de la pérédance. Donc je vais prendre un temps pour cela. Et puis après, bah, voilà, j'essaierai d'aborder rapidement avec vous une brève histoire des choses sur les concepts, voilà, comment ça s'imbrique aujourd'hui dans le panorama actuel, les perspectives de développement, et puis finalement l'exemple aussi d'un projet en fait sur lequel je participe actuellement avec deux acteurs de la dicto qui sont Assud et Opelia. Et puis voilà, peut-être quelques éléments aussi sur ma recherche-action. Et puis, bah, enfin, après, essayer de répondre à ces questions parce que dans les questions qui ont été posées en amont, j'en traite certaines, mais peut-être qu'il y en a certaines que je vais pas avoir le temps de traiter dans ce qui nous est imparti. Donc voilà. Ok. Alors, une expérience patient, donc en addicto de 2010 à 2013, il y a des dates en fait qui marquent dans la vie. Moi, c'est le 14 juin 2010. En fait, c'est le jour où j'arrive en post-cure dans un XAPA dans le sud-ouest de la France, le XAPA Le Péry. Donc, à l'époque 2010, je fais 52 kilos. Je mange liquide, je suis dans un état somatique et psychique avancé, à tel point que le médecin addicto de l'époque, qui deviendra aussi mon collègue de travail aussi, me dira, mais en fait, on avait peur de te perdre. Voilà, donc c'est un peu vous dire dans quel état en fait j'arrive en centre de post-cure. Et puis, bon, moi, je pensais rester 3 semaines, un mois, 2 mois, et puis en fait, je repartais chez moi. Bon, c'est vrai que c'était pas trop possible de repartir chez moi parce que
parce que en fait, bah, tous mes biens avaient été saisis et j'avais une ardoise qui avoisinait les 140 000 euros. Donc du coup, voilà, je partais en post-cure, mais finalement, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie après? C'était une grande question. Je lâchais, tout au moins, je faisais l'expérience de lâcher les sujets. Bon, il y a juste un petit, puisqu'on m'a demandé s'il y avait des anecdotes. S'il y en a une qui me paraît assez importante, il y en a même plusieurs, mais donc j'entre dans cette post-cure. Moi, à l'époque, il ne fallait pas me parler de groupe de parole, des espaces où on vient raconter sa vie à des gens qu'on ne connaît pas. C'était pas trop mon truc. Et puis en fait, voilà, peu de temps après que je sois arrivé, donc je suis extrêmement sédaté avec les traitements, la méta, etc. Et en fait, je vois, il y a des réunions d'échange qui sont prévues à cette époque au sein du XAPA où ce sont des anciens en fait qui reviennent, donc qui sont un peu plus avancés dans le parcours. Donc on peut les nommer comme des pères aidants, puisqu'ils étaient venus en fait pour nous témoigner de leur expérience, de là où ils étaient dans leur cheminement. Et je me rappelle plus ce qu'ils ont dit, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit, je me rappelle plus ce qu'ils ont fait exactement. Je me souviens simplement de leur visage et je me souviens qu'ils étaient là. Et quelque part, voilà, cette petite anecdote, en tout cas, qui n'en est pas une pour moi, est venue quelque part matérialiser en fait ce qui était possible. Et que du coup, il y avait quelque chose qui était possible de faire, voilà, en sortie voilà, de post-cure où je ne savais pas trop finalement à quelle sauce j'allais être mangé. Chemin faisant, il y a aussi autre chose alors bien sûr, qui m'a touché, qui m'a permis d'avancer dans le parcours, c'est les groupes de pairs. Voilà, ça m'a permis finalement de me repositionner, en tout cas de découvrir, de me découvrir et puis de découvrir l'autre. Et puis de venir aussi re-questionner aussi bah, ce monde qui m'entourait. Et c'est quelque chose qui m'anime encore toujours dans divers espaces de collectifs. C'est voilà, cette animation de groupe de pairs et ce sont ces partages d'expériences entre pairs, parce que c'est effectivement au cœur de ces partages d'expériences en fait que il y a aussi des constructions aussi de savoirs expérientiels qui proviennent des usagers. Alors voilà, appartement thérapeutique, réseau famille d'accueil, ambulatoire, voilà un peu le cheminement aussi qui a été le mien dans des espaces aussi de l'association à ce moment-là. À ce moment-là, il y a des choses qui se font au niveau associatif, puisque l'association décide en fait de me faire intervenir comme père aidant bénévole entre 2012 et 2013, et c'est là que je vais commencer à co-animer des espaces de parole avec un travailleur social de l'époque, et puis bah, avoir des missions d'aller vers aussi en Carude, en allant dans les squats, etc., les lieux de conso avec les personnes. Et puis, alors je connais Olivier François parce que Olivier François était le directeur de l'association qui s'appelle le CEIS, l'association qui m'a accueilli comme patient, en fait, m'embauche. Donc c'est à la suite d'une journée d'échange, donc c'est le 1er décembre 2013. En fait, je suis embauché à la fin de cette journée, donc sur cette fonction de médiateur de santé pair, et donc je vais y rester pendant une petite dizaine d'années. Voilà, donc sur des fonctions de co-animation de groupe et puis plus tard bah, sur des fonctions de coordination, puisque j'ai pas été le seul médiateur de santé pair embauché à l'époque. Il va y en avoir successivement sur cette dizaine d'années une dizaine de personnes qui vont être embauchées sur ces fonctions, donc à la fois sur le champ de l'addicto, donc en XAPA et en CARUD, et puis aussi sur le champ de la précarité, il y aura une personne. Et puis plus dernièrement aussi, il y avait un médiateur de santé pair qui avait été embauché sur la demande d'asile. Dans cet espace, en fait, j'ai repris aussi des études universitaires parce que, en fait, c'est vrai qu'en 2013, j'arrive. Finalement, je suis sur une nouvelle fonction que je connais pas. Et puis finalement, la grande question qui se posait, c'est en fait comment je fais pour me former en fait sur un métier qui n'existe pas encore. Et j'ai eu cette opportunité de retourner à la fac, autre
que mes années de fac où je passais mon temps à vendre de la bœuf et de la coke. Là, j'y suis vraiment allé pour un désir d'apprendre et de comprendre et essayer de me positionner. En tout cas, cette une première démarche de recherche-action qui va me permettre en fait de me positionner et de positionner en fait ma posture et en fait quelle était ma complémentarité d'action entre les usagers, entre mes pairs usagers finalement et entre mes pairs professionnels. Et donc ça, voilà, ça a permis justement que je puisse voilà, exercer finalement et développer en fait cette médiation par les pairs au travers de cette formation universitaire donc qui n'était pas une formation à destination des pères aidants, qui était une formation généraliste, mais dans laquelle nous avons mis en place aussi une recherche-action, du coup, sur les représentations de la père aidance. Vu qu'on était une dizaine aussi de médiateurs de santé père dans l'association, bah, décidé de continuer aussi en master dans un souci en fait de continuer à comprendre. Finalement, je voulais savoir si cette complémentarité était la même pour moi et pour les autres médiateurs de santé pair. Finalement, comment ils utilisent en fait leur savoir expérientiel. En fait, quel est le lien, quelle est l'articulation entre ces savoirs expérientiels issus de leur expérience et les savoirs professionnels en fait qu'ils utilisent et qu'ils adoptent finalement au fur et à mesure au quotidien dans l'exercice en fait de leur fonction. Euh, je me suis aussi petit à petit, c'est aussi les expériences que l'on retient que finalement, cette paire aidance, en fait, c'était bien de former les pères aidants, mais c'est aussi extrêmement nécessaire aussi que les organisations sociales, médico-sociales aussi puissent être formées. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé aussi de continuer en fait mon travail de recherche en thèse, donc dans les sciences de l'éducation et de la formation. Mais parce que comme on le dit aussi pour la participation des personnes, finalement, il faut former tout d'abord les professionnels et aussi c'est dans les guides de recommandation pour la pérédance, il faut aussi former les professionnels, le management et aussi les gouvernances associatives en fait sur ce que c'est la pérédance et sur ce que ça peut amener, sur l'impact que ça peut avoir donc sur les personnes accueillies, les professionnels sur l'organisation finalement apprenante. Voilà, pour ce faire, je me suis extrait en fait de mon statut de salarié pour exercer finalement en auto-entreprise, donc sur de la formation auprès de structures médico-sociales, sur le développement de recherche-action aussi sur cette thématique et sur la coordination sur un appel à projet, mais je vais en parler après. Et puis en fait, voilà, on m'aurait demandé ça il y a 10 ans, j'aurais pas pu le faire parce que voilà, j'aurais pas été prêt, puis c'était pas dans mes questionnements, mais en tout cas, je me suis présenté l'année dernière pour être administrateur à la Fédération Addiction et bah, j'ai été élu, donc du coup, depuis l'année dernière, je suis administrateur à la Fédération Addiction et je suis engagé en fait sur ces questions justement de participation des personnes et de pérédance. Très rapidement, en fait, cette paire aidance, elle apparaît dans quel contexte? Je vous donnerai le PowerPoint que j'ai construit après coup, mais en tout cas, cette paire aidance, elle apparaît là aujourd'hui parce que, en fait, dans notre histoire, à la fois outre-Atlantique et aussi en France, il y a eu des mouvements d'entraide, d'abord d'entraide, mais aussi de contestation qui ont vu le jour et qui en fait sont tous en fait à l'origine en fait de cette paire aidance qui existe voilà sur plusieurs continents aujourd'hui. Voilà, peut-être juste un petit focus dans le champ du handicap, puisque le terme de pair émulation commence à apparaître lors d'un colloque en France par les personnes handicapées autonomes et pour des personnes handicapées. Donc, c'est l'effet par et pour les personnes concernées. Et puis, vous connaissez aussi l'histoire aussi, mais en tout cas, c'est la pandémie du sida, le développement d'associations d'usagers, d'autosupport et de santé communautaire, du coup, qui participe et qui a participé grandement à l'émergence aujourd'hui de cette paire aidance.
Et puis, il y a un effet bottom-up, c'est-à-dire qui part du terrain, et un effet top-down, c'est-à-dire que voilà, toutes ces démarches en fait ont donné lieu aussi à un certain nombre de lois. Voilà, j'ai oublié aussi la démocratie sanitaire de 2010, mais voilà, l'ensemble de ces lois en fait participent aussi à un changement aussi de regard sur l'usager qui n'est plus passif, l'usager au centre. On parle aussi maintenant d'usager acteur, usager auteur aussi de ces soins. Donc il y a vraiment un changement de paradigme et donc de regard aussi sur les usagers du système de soins, mais aussi du social et du médico-social. Alors, rapidement, on ne peut pas parler de père aidant sans quoi? Dans l'univers représentationnel de la pérédance, en fait, il y a un certain nombre de concepts aussi qui sont afférents, qui sont connectés et qui sont organisateurs en fait de cette pérédance. Et c'est là aussi un de mes enjeux aussi de travail de recherche, c'est d'essayer de contribuer en fait finalement à mettre en valeur aussi tous ces concepts sans qui la pérédance, quelque part, ne fonctionne pas. Bien sûr que ces concepts fonctionnent sans la pérédance, mais la pérédance, finalement, ne peut pas fonctionner sans ces concepts. J'essaye de grossir le trait. Donc, sans forcément aborder l'ensemble de ces concepts, en fait, aujourd'hui, quand on parle de pérédance et aussi de professionnalisation, donc j'entends professionnalisation par déjà le processus d'apprentissage, en fait, de ces pères aidants, voilà, qui convoque un certain nombre de concepts comme l'empowerment, le recovery, le rétablissement, la participation des personnes. Et puis, cette paire aidance, elle est à la rencontre, en fait, aujourd'hui, de plusieurs types de savoir expérientiel, de savoir professionnel et de savoir scientifique. Si à une époque, en fait, les savoirs, finalement, notamment au niveau de l'autosupport, mais aussi peut-être d'associations comme les narcotiques anonymes ou alcooliques anonymes, se sont plutôt polarisés sur un certain type de savoir. Aujourd'hui, il y a vraiment l'idée d'une coopération, en tout cas d'une hybridation de ces savoirs, et la paire aidance en est une, une expression. Euh, Aujourd'hui, cette pérédance, en fait, elle ne peut aussi s'inclure dans le champ, dans le tissu social et professionnel que par la présence d'action, la présence de formation, la présence de recherche et au niveau des mouvements aussi, des politiques publiques, au fait, sur ces questions. Donc, on voit arriver en fait des actions, des embauches de pairs aidants sous toutes les formes qui peuvent exister, des actions de formation, puisque en France aujourd'hui, entre les formations courtes et les formations longues à partir de DU, et de licence, en fait, il y a, j'ai dénombré là une vingtaine de formations. Et puis des recherches qui répondent à la fois à des appels à projets de recherche et puis à des appels à projets en fait pour mettre des actions en place justement au niveau de l'embauche de pairs aidants. Alors juste, on m'avait demandé de faire un mini focus sur les savoirs expérientiels. Si on parle de savoir expérientiel, en fait, il est important de revenir à ce que c'est que l'expérience. Et comme le disait déjà Dewey, pas plus que ne le pourrait un être humain, l'expérience ne vit ni ne meurt pour soi. Indépendante du désir et de l'intention, elle continue de vivre dans celles qui suivent. Comment je l'entends? Je l'entends qu'il y a une vision dans les savoirs expérientiels qui est d'abord dans l'expérience une vision intégrative, c'est-à-dire que l'expérience n'est pas une accumulation de savoir, mais finalement, quand l'expérience est problématisée, en fait, elle convoque finalement une, je ne vais pas dire une exponentialisation de l'expérience, mais quelque part, oui.
Et du coup, il y a quelque chose qui s'émule là dans le travail qui est fait avec l'expérience. Et c'est là qu'on va pouvoir recueillir, justement, développer les savoirs expérientiels. Alors, voilà, l'expérience, c'est aussi la manière dont nous approprions ce que nous vivons, éprouvons, connaissons, dont nous en faisons précisément. C'est-à-dire que voilà, c'est à la fois quelque chose qui se reçoit et quelque chose qui se rétrocède après dans cette expérience. Et c'est cette appropriation et cette rétrocession en fait a lieu. Donc finalement, F. Gardien nous dit finalement que l'expérience accumulée doit avoir été l'objet d'une réflexion et d'une analyse pour être transformé en savoir expérientiel. Donc voilà, il y a un continuum et aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès par rapport à la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est quelque chose qui est complètement formalisé en fait, mais on pourrait se reposer la question en fait de quelle expérience on est en train de parler. Et finalement, avec les pères aidants, en fait, quelle expérience finalement et quel savoir expérientiel en fait sont-ils en train de travailler justement et qu'est-ce qu'ils rétrocèdent en fait à la fois dans l'accompagnement des personnes et en la fois dans le mouvement finalement pluridisciplinaire, interdisciplinaire avec les équipes. Euh, En fait, tout ce que je vous dis là, ça sort pas de mon chapeau. C'est important de le dire. Alors, on va pas avoir le temps voilà, de rentrer dans le détail, mais du coup, j'utilise dans mon travail de la littérature sur la recherche, j'ai analysé en fait un certain nombre de textes qui parlent de la pérédance, alors issus de la plateforme Kern. Pourquoi le Kern? Parce que le Kern, c'est une plateforme en fait qui réunit à la fois des articles scientifiques et des articles professionnels. Et donc avec le Kern, j'ai comptabilisé en fait 180 articles que j'ai pu étudier et je les utilise au prisme d'un logiciel d'analyse lexicale en fait qui analyse en fait la proxémie, c'est-à-dire et la proximité entre les mots. Et en fait, tout ce que je viens de vous parler au-dessus ressort en fait dans ces classes de discours, donc à savoir la question de la formation. Aujourd'hui, la formation dans la classe rouge, la question de la formation est au centre, mais la construction aussi historique dans la classe 2 finalement de la pérédance. Cette pérédance, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive parce qu'il y a eu des lois sur la participation des personnes, parce qu'il y a un changement de paradigme sur la posture des usagers, ou comment on les regarde et le changement entre passif, acteur, voire auteur. Voilà, donc tout ça, c'est décrit hein, dans la classe 2. Et puis, en fait, classe 4, 3 et 5, finalement, on retrouve en fait ces notions d'expérience, de savoir expérientiel, et puis de questionnement en fait sur la posture, en fait. Quelle est la posture de cette paire aidance? Et puis, finalement, en fait, le rétablissement, avec la notion de rétablissement, en fait, qui est l'expression en fait de l'expérience en fait des personnes. Donc, à savoir que le rétablissement, c'est ni l'abstinence, ni toute la consommation, c'est une recherche de bien-être. Donc voilà, avec tout ce que ça peut convoquer dans son questionnement vis-à-vis du rétablissement. Et puis une classe 6, en fait, qui est l'expression, en fait, de cette expérience, puisqu'il s'agit, en fait, de témoignages, de parcours, de personnes, justement voilà, leur expérience de vie, d'addiction, de soins. Alors, c'est quoi la paire aidance? Parce que du coup, je n'ai pas donné de définition. Alors, une définition qui avait déjà été donnée en 2010 dans un écrit sur un écrit de recension sur la paire aidance de Julie Ripper et Tim Carter, qui dit que le père aidant est un membre du personnel divulguant qu'il vit ou qu'il a vécu un trouble psychique, le partage de son vécu et de son histoire de rétablissement a pour but de redonner de l'espoir, de servir de modèle d'identification, d'offrir de l'inspiration, du soutien et de l'information auprès de personnes qui vivent des situations similaires à celles qu'il a vécues. Par rapport à ça, il y a quand même une évolution puisque le père aidant n'est pas... Alors, c'est comme ça que je l'entends. Le père aidant est un membre du personnel. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le
Je crois que la paire aidant, c'est un grand chapeau dans lequel en fait se trouve un certain nombre de fonctions, mais je vais en parler ci-dessous. Et la paire aidant, ce n'est pas simplement professionnelle, elle est tout d'abord informelle. Et puis en fait, si les conditions sont réunies, elle peut se formaliser de plus en plus jusqu'à sa professionnalisation. Euh, bon. Alors, comme en doctorat, on s'essaye à des définitions, bah, je m'essaye à ma propre définition. Voilà, ça repose sur un principe d'entraide et de soutien entre pairs, c'est-à-dire entre des personnes qui vivent ou ont vécu des expériences et des situations similaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pérédance, en fait, est en train de s'étendre à d'autres univers et pas que destiné aux personnes avec des vulnérabilités psychiques ou d'addiction ou de précarité, mais du coup, on commence aussi à en parler dans les milieux de travail, en fait, quelle pérédance aussi sur les milieux de travail. Donc voilà, elle s'étend à l'expérience de vulnérabilité sociale et de santé vécue par des personnes souhaitant apporter leur soutien dans l'accompagnement de leur père, interroger les pratiques professionnelles et faire évoluer l'expertise collective. Donc, je redis pas ce que j'ai dit au-dessus, mais ça, vous aurez le diapo. Euh, oui, une diversité des terminologies. C'est vrai que euh, j'ai déjà entendu c'est flou. Oui, c'est flou, en effet. Ça peut paraître flou parce qu'il y a en effet tout un tas de terminologies qui sont liées en fait à cette paire aidance. Et voilà, les Suisses parlent de pairs praticiens, les Belges parlent d'experts du vécu. Voilà, en France, on est plutôt sur les termes de patients experts, de médiateurs de santé pair, voilà, on parle aussi de pair accompagnement, plutôt dans le champ du handicap. En tout cas, toutes ces terminologies nous disent en fait à la fois la diversité, mais aussi l'envie, le désir finalement de développer en fait ces approches en France. Est-ce qu'il faut tout uniformiser ou pas? J'en sais rien. En tout cas, je le pense pas parce que chaque terminologie en fait a un sens et qu'elle du coup elles disent quelque chose en fait aussi à la fois des missions que peuvent avoir cette pérédance et plutôt des orientations, peut-être même aussi des valeurs en fait qui sont portées au niveau de cette pérédance. En effet, en fait, voilà, c'est comme l'anthropologue finalement, dans ses traces finalement des terminologies, en fait, le travail en fait doit se poursuivre du coup sur expliciter en fait les significations qui sont liées en fait à ces apparitions en fait de terminologie. Il y a des compétences transversales qui sont partagées aussi avec d'autres métiers du travail social. Et il y a aussi dans cette paire aidance, en fait, ce qui fait sa spécificité, sa complémentarité. Euh, alors ça, je l'ai mis. Il y a quand même quelque chose que je veux dire là-dessus sur cette diapo. Euh, voilà, c'est ma manière aussi de me représenter aussi actuellement les choses. Il y a une vraie différence sur ce qui se passe aussi sur la pérédance actuellement. C'est que par rapport aux formations classiques, c'est-à-dire que par exemple, quand on est éducateur spécialisé, on rentre en formation avec des représentations sociales de son métier et on va sortir en fait de formation avec des représentations professionnelles. Il se trouve que pour la pérédance, bah, c'est un peu différent parce qu'en fait, il y a déjà des représentations en fait qui vont être activées de par leur expérience de vie et qui va en fait se transformer, je l'ai dit tout à l'heure, en savoir expérientiel et finalement comment se fait en fait finalement cette rencontre en fait c'est entre ces différents niveaux de savoir en fait dans la construction en fait dans le parcours finalement de professionnalisation des pairs aidants. Ça, c'est un vrai changement de paradigme pour moi au niveau à la fois des processus d'apprentissage des pairs aidants et aussi des processus de professionnalisation. Voilà, quelques éléments donc sur un bref panorama actuel. Euh, je donnerai ces éléments. En tout cas, il y a encore peu quand même d'ouvrages sur le sujet, même si depuis quelques années, on assiste à
voilà, peut-être à une explosion, je vais le dire comme ça, de la démarche. On le voit sur le schéma de droite. Voilà, et ces constructions progressives, en fait, de la paire aidance semblent aussi corrélées finalement avec l'apparition de formations, voilà, l'apparition d'actions sur le terrain. Voilà. Alors, bien sûr, ça diminue en 2024. C'est normal parce que l'année n'est pas finie. Et comme du coup, c'est un document qui date d'avril 2024, il faudra aller revoir ça en fin d'année. Ok, ça, je l'ai dit. Je vous laisserai voilà, quelques éléments sur un panorama international. Voilà, il y a plusieurs projets aussi qui sont d'actualité, des projets européens justement pour valoriser cette paire aidance, des projets portés aussi par nos amis belges. Voilà, et puis aussi, bah, j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'aller à Montréal. On dit souvent que les Québécois sont plus avancés que nous sur le sujet. J'ai été rassuré de savoir, alors qu'ils l'étaient, ils le sont en nombre parce que peut-être il y a plus de pères aidants, forcément il n'y a pas les mêmes besoins et la crise des opioïdes aussi est là aussi pour nous le rappeler que la présence des pères aidants au quotidien en soutien en fait des personnes était extrêmement importante. Mais du coup, je dirais qu'on est avancé aussi en France parce que en fait dans notre pays, ça peut être vu comme un avantage ou un désavantage, mais en tout cas, ça a l'occasion de nous faire travailler sur ces questions. C'est que aussi sur la question des formations, on est plutôt pas mal avancé sur la question, même si nos collègues pères aidants aussi en santé communautaire, notamment en addicto, sont avancés aussi sur ces questions-là. Mais voilà, c'était plutôt rassurant de se dire que finalement, on est sur des visions partagées aussi de ce que peut être aussi la formation aussi des pères aidants. Et j'ai eu la chance en fait d'être greffé à un projet qui s'appelle, donc c'est pour dire un peu ce qui se passe aussi dans les pratiques, à un projet qui s'appelle Favoriser l'implication et la coopération avec les usagers, qui est porté par deux acteurs majeurs, donc ASUD qui est Autosupport pour les usagers de drogue et l'association Opélia. Ce projet, donc financé par le Fonds de lutte contre les addictions, voilà, je vais vous dire les objectifs, donc a pour but finalement de faciliter finalement de développer en fait une coopération usager professionnelle dans les structures, donc via une expérimentation d'une démarche en fait qui reconnaissent les savoirs expérientiels, soutiennent la pérédance, favorisent la démocratie sanitaire, facilitent le rétablissement et l'insertion. L'idée de ce projet et ce qui a été mis en place avant que j'arrive et maintenant, c'est à la fois la question de la sensibilisation des équipes finalement à cet historique de la pérédance et comment on fait finalement pour créer les climats, les conditions en fait qui vont permettre justement d'être plutôt sur un versant inclusif de la pérédance que plutôt sur un versant insérsif, je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà. Donc, du coup, on a fait des sensibilisations usagers pro. Voilà, je l'avais dit dans une autre intervention, vous mettez des usagers pro dans une pièce pendant 2 jours, et puis en fait, d'une même structure, et puis en fait, vous voyez ce qui se passe. En tout cas, ce qui est super, ce qui est génial, en fait, c'est que ça a donné lieu en fait à des projets qui sont coportés en fait par les professionnels des structures et par les usagers. Donc, bah, forcément, avec des projets qui concernent aussi la pérédance, voilà, le développement des pratiques de pérédance en CARUD, en XAPA. Voilà, je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais en tout cas, voilà. Et avec un deuxième volet, finalement, après ces sensibilisations, finalement, l'idée aussi, c'est d'accompagner cette pérédance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs de formation qui sont des dispositifs de formation qui forment à la pérédance, mais peut-être ce qui serait intéressant aussi de continuer à apporter, c'est des dispositifs d'accompagnement à la pérédance. Moi, j'ai eu la chance de reprendre des études. Je me suis senti autorisé à reprendre des études.
à faire des formations, mais aussi en fonction des parcours aussi des pairs. Il y a des pairs qui ont envie de faire, qui ont envie de s'engager en fait sur ces questions de pair aidance, que ce soit sur du bénévolat ou que ce soit sur du salariat, mais en fait, ils peuvent pas intégrer tout de suite en fait des formations universitaires, voire ils ne le veulent pas. Et donc, comment on fait justement au sein des structures, en fait, pour porter des dynamiques d'accompagnement des pères aidants, donc qui vont à la fois accompagner les pères aidants et accompagner les structures, en fait, dans une visée inclusive, en fait, de cette père aidance. Et donc, du coup, voilà aussi un deuxième volet qui concerne aussi plutôt bah, la mise en pratique, c'est-à-dire finalement plutôt du côté de l'éducation thérapeutique du patient. L'idée, c'est de pouvoir former bah, des binômes de pères aidants professionnels, d'usagers professionnels qui vont pouvoir en fait bah, travailler en fait ces questions d'expérience et des savoirs expérientiels au quotidien avec les personnes. Alors, dans ce projet, on n'est pas tout seul puisqu'on est soutenu aussi par l'INSTERM, représenté par Marie-Geoffrey Roustide, qui a aussi beaucoup travaillé sur ces questions, donc pour évaluer finalement l'impact de ce type de projet. En tout cas, voilà, l'idée, voilà, c'est un mouvement d'entrée finalement par de la formation, par de la sensibilisation entre des usagers et des professionnels, et puis après un accompagnement à la pérédance avec des collectifs d'intervision spécifiques pour les pères aidants, donc qu'ils soient salariés, bénévoles, et puis voilà, d'autres démarches aussi pédagogiques qui permettent de renforcer en fait la posture et l'action des pères aidants au sein des structures. Moi, ce qui m'intéresse réellement dans le, dans la recherche et dans ce qu'on appelle la recherche-action participative, c'est de travailler à à la construction justement des processus de professionnalisation, à bien repérer en fait ce qui est à l'œuvre dans dans ces processus de professionnalisation spécifiques aux pairs aidants, dans ce passage finalement ou dans cette hybridation entre les savoirs expérientiels et professionnels. Et donc du coup, voilà, il y a un certain nombre de terrains, voilà, l'effet par et pour les pairs aidants. Voilà, on rencontre beaucoup de littérature qui sont effectuées par des personnes qui sont en extériorité. Il serait intéressant que cette pérédance aussi puisse monter en compétence, du coup, pour se structurer par et pour. Ça, c'est la visée plutôt sociale aussi du travail de recherche. Et la partie plus scientifique, voilà, c'est de spécifier, en fait, voilà, cette rencontre finalement entre savoir expérientiel et savoir professionnel. Impact de la pérédance, j'ai mis un certain nombre d'éléments que vous aurez l'occasion voilà, de lire puisque je vais donner le document. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reprends les questions que parce que peut-être j'ai pas tout balayé, ou est-ce qu'on part sur les questions qui sont posées directement? Tu- Oui, peut balayer très rapidement, parce qu'il faut, voilà, il est 44, voilà, il nous reste 5-6 minutes, Ok. peut-être, voilà, pour Façon, balayer le. ouais, de toute façon, voilà, vous aurez les questions. Alors, comment vous situez-vous dans le domaine de la pérédance? Est-ce que la terminologie médiateur de santé paire vous paraît correspondre à la réalité de votre pratique? Alors, je trouve que le terme justement de médiation était particulièrement approprié dans le sens d'une médiation pas forcément sociale, mais plutôt éducative, c'est-à-dire dans cette particularité que peuvent avoir les pères aidants d'entre deux, finalement, de venir questionner les représentations finalement que les personnes se font des situations qu'ils traversent. Médiation au sens médiation éducative, à la fois que les personnes, donc personnes accompagnées, que les professionnels, mais aussi que les organisations, mais aussi que eux-mêmes aussi peuvent se questionner dans leur parcours en fait de soins. Donc oui, la notion de médiation et pour le coup de médiation en santé, de santé au sens large, finalement était extrêmement intéressante. Et il se trouve aussi que dans les faits aujourd'hui, les médiateurs de santé paire en fait viennent de plus en plus qualifier ceux qui ont fait la formation universitaire, donc la licence médiateur de santé paire. Mais
voilà, la médiation n'est pas que destinée aux médiateurs de santé pair, elle est aussi destinée aussi à ce qu'on fait dans l'accompagnement avec les personnes accompagnées, etc., etc. D'ailleurs, dans le document produit par la HAS, la Haute Autorité de Santé en 2015, sur ces questions de médiation en santé, il était stipulé que cette médiation en santé pouvait être faite par les pairs. On était alors, c'était noté, mais c'était encore un peu timoré, je dirais, dans l'évocation, justement, puisque des médiateurs en santé, on peut être médecin et faire de la médiation en santé, on peut être infirmière et faire de la médiation en santé. Voilà. Mais qu'est-ce qui spécifie particulièrement cette médiation en santé par les pairs? Alors, le thème de père aidant, patient partenaire, patient expert, voilà, comme je l'ai dit, la père aidant, c'est sûrement le grand chapeau. La question du patient expert, elle a une construction particulière, mais voilà, il y a l'université des patients. Qui est portée par Catherine Tourette-Turgis, justement, qui avait une destination plutôt les patients experts sous l'égide de maladies somatiques. Mais aujourd'hui, il existe une formation aussi donc portée par FPEA qui s'appelle France Patient Expert Addiction, donc qui propose une certification patient expert. Et puis bah voilà, on est en train d'assister aussi ce que je disais tout à l'heure, quoi. Euh, voilà, au passage entre le patient expert et patient partenaire. Le seul truc qui me continue à me questionner avec la notion de patient partenaire et de patient par expert, c'est la question du patient. Voilà, il me semble que la paire aidance, la notion de paire, recouvre bien plus de largeur que la notion de patient. Mais voilà, il y a des pairs aidants qui disent, ah ben moi je veux faire la certification patient expert. En tout cas, c'est très intéressant qu'ils fassent la certification patient expert. Alors les budgets, bah oui, il y a des appels à projets qui sont là, mais c'est aussi finalement aux structures, hein, c'est les structures aussi qui doivent aussi peut-être continuer hein, le travail qu'ils font déjà, c'est-à-dire aller voir leurs ARS ou des financements nationaux, voilà, pour pouvoir embaucher des pairs aidants. À la fois, alors la question c'est le périn et le non périn. Voilà, et puis travailler ensuite à pouvoir pérenniser ces postes. Les statuts de père aidant, alors moi je trouve que c'est intéressant du coup les différents statuts des pères aidants parce que pour certains, ça marque aussi finalement un cheminement de proche en proche, c'est-à-dire on est d'abord dans de l'informel, puis du formel, du bénévolat, puis après on passe sur des salariés, mais il y a des pères aidants qui démarrent directement salariés parce qu'ils ont fait une formation, etc. Donc je dirais que c'est voilà, c'est bien qu'il y ait cette diversité du coup parce que euh, je crois que le jour où il y en aura plus, bah, il y a quelque chose qui sera complètement normé, qui sera peut-être plus interrogé et qu'on n'aura plus la marge de manœuvre justement de pouvoir imaginer et de créer comme voilà, on est en train de le faire aujourd'hui. Voilà, sur les grilles de convention, oui, effectivement, médiateur de santé pair, ça n'existe pas. Donc là encore, c'est plutôt des désirs et des réflexions aussi collectives, associatives, aussi sur ces questions qui disent à un moment donné, bon bah voilà, on va flécher sur le moniteur éducateur, on va flécher sur l'éducateur spécialisé pour les raisons qui sont les leurs. Et ce sont aussi des choses qui sont interrogées finalement dans les formations avec les structures. Les conditions d'intégration, bah voilà, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Euh, voilà, les arguments, bah, je pense que j'en ai dit à certains. Voilà, les missions des pères aidants. Alors c'est marrant parce que je reviens de Montréal et du coup ils ont une entrée assez intéressante puisque ça montre aussi qu'il y a une montée en compétence de cette père aidance puisqu'ils parlent de père gestionnaire, de père formateur, de père intervenant, de père messager. Je trouve que donc tout ça, ce sont des pères aidants, mais du coup qui ont des missions et des fonctions différentes. Donc oui, c'est intéressant et c'est même nécessaire en fait que cette père aidance, de manière générale, monte en compétence, c'est-à-dire qu'on peut être chef de service et être père aidant. Voilà, certains,
le président de Psychoactif, en fait, revendique aussi un certain nombre de choses vis-à-vis de ça. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que du coup, je pense que a fortiori, finalement, c'est la présence des pères aidants, en fait, qui invite aussi les professionnels à être dans du dévoilement, à être dans du dévoilement par rapport à leur vulnérabilité, mais à être aussi dans du dévoilement dans d'autres espaces, d'autres domaines de leur vie. Les formations diplômantes, j'en ai parlé, il y a des DU. Voilà, alors juste peut-être un mot là-dessus, il y a des DU, il y a des licences et c'est extrêmement intéressant et c'est bien parce que ça participe à la reconnaissance générale de la pérédance. Mais finalement aussi, il ne faudrait pas oublier ceux qui ont envie de faire cette pérédance et qui ne peuvent pas accéder à ces formations. Et donc, du coup, comment on peut au niveau local, au niveau régional, aussi construire des parcours de formation finalement qui peuvent être finalement en adéquation avec ce que les pères aidants peuvent porter ou pas. Comment collaborez-vous à ce jour avec les CPTS de PACA? Moi, je ne collabore pas avec les CPTS de PACA, mais la question est extrêmement intéressante. Oui, je pense que les pères aidants doivent prendre leur place justement au niveau des territoires, finalement, sur une vision interdisciplinaire, voire transdisciplinaire aussi des addictions. Voilà, ça, je vous le laisserai. Voilà. J'aime à dire que voilà, c'est un truc qui continue de m'alimenter ma réflexion. Le soutien par les pairs, c'est d'être expert à ne pas être un expert, et donc cela demande beaucoup d'expertise. Voilà, mais je vais répondre aux questions s'il y en a. Merci Nicolas pour cette intervention, pour tous ces éléments. Moi, j'ai une petite réflexion, mais quelqu'un a demandé la parole, Madame Bouzouba, voilà, si elle veut bien Oui, intervenir. bonjour. Bonjour madame. Du coup, Laura Bouzouba, moi je suis coordinatrice à Happy Provence actuellement sur un dispositif C carré qui accompagne des jeunes en rupture et d'où on est en train de construire vraiment un collectif de pères aidants pour justement le partage expérientiel. Mais précédemment, du coup, j'ai travaillé à La Réunion sur le planning familial, sur la création des centres ressources Intime Agir qui justement prône la sexualité et la parentalité des personnes en situation de handicap. Et dans ce cadre-là, on avait créé en fait un copil représentatif des personnes concernées avec des personnes en situation de handicap, de différents handicaps. Et je m'étais mis en lien justement avec un DUPESH, donc diplôme universitaire des personnes expertes en situation de handicap, qui permettait en fait l'accessibilité à cette formation même en ayant des difficultés personnelles dues au handicap et la possibilité du coup de se faire accompagner durant la formation pour rendre cette formation accessible parce que vous disiez effectivement qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas la possibilité de faire des DU dues à différentes difficultés, soit situation de handicap, soit addiction, soit autre. Et effectivement, en tout cas, cette formation-là s'adaptait au public, ce que je trouvais en fait exceptionnel parce qu'une personne pouvait venir avec son aidant, pouvait venir, elle était mélangée aussi à d'autres professionnels. C'était pas seulement à destination des personnes concernées, ce qui permettait cette émulation, notamment les personnes concernées, les professionnels, après faire remonter aux institutions pour faire changer toutes ces représentations. Donc, je ne sais pas si, du coup, les DU que vous avez pu citer sont aussi accessibles, en tout cas aux personnes concernées, mais il y a des DU, effectivement, qui s'adaptent et qui peuvent faciliter, en tout cas, l'accès pour cette professionnalisation qui me paraît, en tout cas, nécessaire pour pouvoir être dans cette posture de père aidance, comme vous l'expliquiez. Ouais, je pense que oui, les initiatives du coup de formation, oui, doivent se développer, que la pédagogie doit aussi se développer du coup pour pouvoir d'être dans cette dimension justement Mm. d'inclusion des personnes qui ont envie de Mm. faire, qui font déjà. Je pense que Ouais. le risque aujourd'hui, c'est de continuer à invisibiliser en fait des pratiques qui sont Mm. aussi déjà là et alors que ça participe en fait déjà, de l'estime de soi des personnes qui les font, et Mm. du coup qui peuvent aussi participer, juste du coup d'améliorer aussi l'expertise collective, voilà, que ce soit dans le champ des addictions, du handicap ou Mm. sur d'autres types de vulnérabilité sociale ou de santé. Oui, merci à vous.
Une question dans le chat de Madame Jennifer Sion, voilà, qui est patient expert en tabac, voilà, et qui dit j'ai l'impression que j'ai le sentiment que le tabac n'intéresse personne. L'avez-vous remarqué dans votre parcours? Alors, je pourrais l'entendre comme ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de l'entendre, et vous avez le droit de l'entendre comme vous voulez, madame, il n'y a pas de problème, hein. Mais du coup, je crois que oui, il y a une prise en compte du tabac. D'ailleurs, le Fonds de lutte contre les addictions aussi a doté aussi les institutions justement pour que cette question du tabac aussi soit prise en compte dans les projets. Donc, il y a eu des financements extrêmement importants qui sont donnés aussi sur le tabac pour à la fois réduire les risques et faire de la prévention. Au-delà de ça, voilà, moi j'ai un parcours aussi de tabac assez important. Je pense que c'est une question en tout cas que se posent les pères aidants et du coup dans leur parcours, dans leur processus de rétablissement, en fait, ils en font aussi état aussi de leur combat, de leur lutte et aussi de comment ils ont fait eux aussi pour sortir aussi du tabac, voire l'interroger. Une remarque là pour les quelques minutes qui nous restent autour de l'intervention. Voilà, dans l'historique, on voit que la question, elle date pas d'hier. Voilà, on est aujourd'hui au travail sur des choses. Moi, j'aimerais pointer quelque chose autour de la. Alors, je vais faire une question un petit peu provoque, voilà, parce que ça me paraît intéressant. Là, autour de la professionnalisation, moi, je me suis posé la question, père aidant, un métier, point d'interrogation. Parce qu'en fait, on a parlé de ceux qui veulent un jour être éducateurs, de ceux qui veulent travailleurs sociaux, etc. Ils ont un choix à un moment donné professionnel alors que on n'est pas petit un jour de dire un jour je serai père aidant, hein. Il y a le processus inverse. Et en fait, je me dis, voilà, on cherche à professionnaliser, à qualifier, à diplômer pour essayer de donner une place dans notre organisation, dans nos organisations professionnelles. Voilà, sachant que cette qualification, cette professionnalisation avec un diplôme n'est pas accessible pour tous. Voilà, donc je me suis dit, père aidant un métier? Oui, non. Et puis j'ai une deuxième question, c'est est-ce que je suis père aidant jusqu'à quand? Ouais. Alors, du coup, père aidant un métier, aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vous dis, je donne mon sentiment, c'est plutôt une posture. Pour moi, c'est plutôt une posture de père aidant, ce qui n'est en rien antinomique avec toutes les formations qui existent à ce sujet et toutes les actions et le fait d'avoir envie de porter que demain, ça puisse être un métier. En tout cas, si on est plutôt sur une dimension inclusive, je pense que les formations en travail social vont avoir tout intérêt en fait à développer en fait les notions de savoir expérientiel dans leur formation, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes arriver dans les formations d'éducateurs spécialisés qui ont un parcours. Pourquoi ça reste encore aujourd'hui quelque chose de tabou et quelque chose qui n'est pas travaillé dans le cercle du travail social. Ça va le venir parce que voilà, moi je fais des interventions dans le secteur, dans le secteur sur des formations en travail social. Donc voilà, il y a des établissements qui sont ouverts sur la question et plus on travaille dessus, plus voilà. Donc est-ce que ça va être une branche du travail social? Je ne sais pas. Enfin voilà. En tout cas, si je me projette, je me dis qu'aujourd'hui, c'est plutôt une posture et on peut être infirmière. Je pense à Sandra Pinel qui est à Opélia à Nantes et qui a écrit un livre qui est à la fois infirmière et puis père aidante. Voilà, je parlais du président de Psychoactif qui est à la fois chef de service et puis qui porte aussi quelque chose de l'ordre de la pérédance. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train aussi de se passer dans les milieux professionnels. Et voilà, et comment ça va tourner cette affaire-là, je ne sais pas.
Voilà. Mais en tout cas, on peut espérer que du coup, ce sera des choses qui seront traitées et que du coup, ce sera moins tabou et que les professionnels du travail social, en fait, seront aussi affinés, sensibilisés, formés à utiliser du coup la question de leur parcours, de leur savoir. Voilà. Même si certains le font de manière spontanée, je pense que voilà, il faut aussi, tout n'est pas un allant de soi. Il faut aussi poser des réflexivités dessus. Je ne sais pas si ça répondait aux deux questions, mais... Non, non, j'attendais pas forcément une réponse, c'était un petit peu provoque, voilà, c'est ça, pour ouvrir le débat. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, voilà, et parce que la question c'est jusqu'à quand on est père aidant, voilà, la Ah, posture, et parce qu'à un moment ah, donné, c'était aussi la question qu'on s'était posée au CI, c'était qu'effectivement, c'est le père aidant qui devient salarié, qui devient qualifié, il devient quelque part un travailleur social, il est associé à une équipe sociale, etc. C'est une réflexion qui était posée. j'ai toujours revendiqué être père aidant et je continuerai à le revendiquer parce qu'en fait, finalement, si on ne porte plus ça, et ben en fait, ça s'éteint, c'est noyé dans la masse. Donc en fait, il faut continuer à porter ça. Et vu la chronicité de l'addiction, il est bien de porter les expériences d'hier, mais aussi les expériences d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est, je pense, important de continuer à porter cette père aidance. Donc moi, j'aime à dire aujourd'hui que je suis père aidant de formation et Mhm. puis bah, doctorant, je sais pas quoi, administrateur, ou je sais pas quoi, papa. J'avais vu une main levée, Françoise Godel, je ne sais pas si c'est toujours Oh, d'actualité ou oh, pas. Oui, bon, je vais réagir rapidement. Bonjour, moi je Merci. m'appelle Françoise Godel, je suis présidente de France Patient Expert Addiction. Bonjour. Bonjour, moi je pense qu'il ne s'agit pas simplement du posture. Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à la position professionnelle du patient expert ou père aidant, médiateur père santé, comme vous voulez les appeler. Et c'est pas pour rien qu'on a déposé cette certification que l'on porte auprès de France Compétences et du répertoire spécifique de la certification professionnelle. Pourquoi? Parce que ça permettra de dégager des financements officiels de la formation professionnelle pour justement accompagner les parcours de formation des pairs aidants, médiateurs pairs ou patients experts. Mais ça permet aussi une vraie réflexion et un vrai travail de reconnaissance des compétences. On est bien sur des compétences. On n'est pas sur un positionnement simplement parce qu'il y a eu une histoire de vie et des apprentissages expérientiels. On est sur des compétences qui sont mises en œuvre auprès de pairs et avec, aux côtés d'équipes de santé. Je pense qu'il faut vraiment. Aujourd'hui, je suis à Saint-Brieuc. Je vous parle d'une chambre d'hôtel. Avant d'aller rejoindre une formation, on travaille sur des sessions d'acculturation et des sessions de réflexion auprès des équipes de santé ou du social pour l'accueil d'un père aidant. C'est pas quelque chose qui s'improvise, mais ça se considère vraiment comme l'accueil d'un, allez, je vais oser le mot, d'un collègue qui n'est pas un professionnel de santé, qui n'interviendra pas dans le domaine du soin, mais qui intervient sur une fonction qui fait lien entre le patient et l'équipe soignante. C'est quelqu'un qui est bilingue, qui parle les deux langues et qui peut justement occuper cette petite place qui favorise le parcours, enfin l'avancée des personnes dans un parcours de soins. Je ne veux pas être trop longue. Mais je partage ce que vous dites, hein. Je partage ce que vous dites. C'est juste que dans une dizaine d'années, voilà, si je me projette, je ne sais pas s'il sera considéré justement comme étant un métier faisant partie prenante du décor, même s'il Allez, fait on déjà parie, on partie. parie, on parie, je suis plus optimiste que vous. Non, non, mais je sais pas, c'était pas justement pour être optimiste ou pessimiste, justement, mais qu'il y aura peut-être quelque chose de l'ordre de l'inclusion où il y aura quelque chose qui sera complètement visibilisé, autorisé, et du coup, les pairs aidants, patients experts, médiateurs de santé père, sont en train d'ouvrir la voie. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et je suis d'accord que oui, ils développent des compétences extrêmement fines, extrêmement pointues sur tout ce qu'il y a de l'accompagnement, du contexte, du cadre, enfin voilà, d'intervention. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, mais les deux sont pas forcément antinomiques, hein. Voilà. Merci. Je vois qu'il y a encore une main levée, mais il est 9h05, on va être obligé Ouais. de quitter là. Merci beaucoup pour cette intervention, Nicolas. Merci pour vos questions, vos participations à chacun. On vous communiquera bien sûr le support PowerPoint, voilà, qui est passé très très vite. Quelques références bibliques aussi, comme ça vous permettra de peut-être d'aller plus loin. Et voilà,
je pense que Nicolas reste aussi à la disposition des uns et des autres s'il y a des questions, enfin voilà, etc. Et donc pour conclure aussi, donc on se retrouve en septembre maintenant pour le prochain rendez-vous Art Café. Merci à tous, une belle journée à vous. Merci, merci, merci à Merci, vous bonne tous. journée.